Je peux dormir assis, je peux dormir debout, je peux dormir en marchant. M'endormir à systématiquement toutes les épreuves du baccalauréat. Là, je me dis, je suis la bête de foire. En gros, si votre fils ne prend pas de traitement, il a de bonnes chances de devenir clochard. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 30 ans. Je suis atteint de narcolepsie cataplexie, donc je peux m'endormir n'importe où, n'importe quand, depuis plus de 15 ans, et je vais vous raconter tout ça sur les gens. Je m'appelle donc Raphaël, j'ai 30 ans, et je suis enseignant en technique professionnelle service à la personne. Donc je suis narcoleptique diagnostiqué depuis que j'ai 18 ans, presque 19, mais vraisemblablement la maladie a commencé à frapper quand j'avais 13 ans, 12-13 ans. Alors la narcolepsie, juste la narcolepsie, c'est des crises irrépressibles de sommeil diurne qui vont de 10 minutes à 1 heure, ça dépend. C'est très variable du contexte, du lieu où je suis, avec qui je suis, de ce que je fais. Je peux dormir partout, n'importe quand, avec n'importe qui, quel que soit le contexte. Je peux dormir au sol, je peux dormir assis, je peux dormir debout, je peux dormir en marchant, je peux dormir en parlant. Ça m'impacte en fait principalement socialement, c'est dans mon rapport à la réalité, dans mon rapport aux autres, au lien social, au lien professionnel, où je vais constamment me poser la question de est-ce que j'en suis capable, est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout de ce que je dis que je vais faire, est-ce que je vais pas être fatigué entre-temps, quand voilà des amis, etc., projettent des sessions sportives, des randonnées, des choses comme ça, est-ce que je vais pas être un boulet? Ça va être les choses un peu plus compliquées. Parce que tu risques de t'endormir à tout moment. C'est ça, parce que je vais peut-être créer un moment de pause, alors que les autres, ils ont envie de continuer, quoi. Et c'est arrivé suffisamment de fois dans ma vie pour que je me dise, ok, c'est une réalité. Donc, que ce soit sur des activités sportives ou des activités plus soft, se faire une session de jeu à plusieurs, on va peut-être pas inviter Raphaël parce qu'il risque de s'endormir. Si on le prend dans notre équipe, il risque de s'endormir. Et mon entourage le plus proche compose avec ça aussi. Avec beaucoup de bienveillance, j'ai beaucoup de chance là-dessus, mais c'est une réalité qui apparaît pour moi, mais pour les autres aussi. Et ça te handicape dans ton travail professionnel? Oui, inévitablement oui. La narcolepsie et la cataplexie, parce que du coup maintenant on parle bien des deux ensemble. Je dois systématiquement, début d'année, nouveaux élèves, première chose que je fais, c'est leur expliquer qu'ils vont voir peut-être, malgré eux, malgré moi, ils vont peut-être faire face à leur enseignant qui a peut-être l'air d'être méchamment ivre ou méchamment sous produit peut-être stupéfiant. Je l'explique aux élèves, je prends le temps de leur expliquer que voilà, je suis porteur de handicap. Mon handicap se caractérise de la manière dont il se caractérise et je leur demande vraiment de pas me photographier, de pas me filmer, que ce serait profondément irrespectueux, ce serait profondément déplacé de leur part. Parce que c'est mon image et que mon image, j'essaie justement précisément de ne pas être que l'adulte narcoleptique, mais d'être l'enseignant qui a beaucoup de choses à leur apporter, qui est par ailleurs, je l'espère, de tout mon cœur, une personne de confiance, une figure saine à grandir avec. Mes élèves sont bienveillantes, enfin bienveillantes, parce que c'est principalement des filles, mais ou des fois ça va être « Monsieur, vous endormez »,« Monsieur, vous avez les yeux fermés »,« Monsieur, vous voulez qu'on fasse une pause ?» C'est mes élèves qui me demandent si je veux faire une pause. C'est quand même royal. On va revenir plus tard sur l'aspect social de ce trouble, mais est-ce que juste le fait de s'endormir partout, tout le temps, est-ce que c'est agréable? Oui. Dans un premier temps, oui. C'est-à-dire qu'au sens purement physiologique, ça apporte à mon corps la réponse à un besoin essentiel. Donc oui, c'est même très agréable. Ça l'est beaucoup moins psychologiquement, socialement, quand je réalise où je m'endors, avec quelle que soit l'activité que je suis en train de faire. Et oui, des fois, ça peut être même être déprimant, vraiment, où je vais me réveiller et je vais voir mon environnement proche. Et si c'est des inconnus, par exemple, qui me regardent avec des yeux un peu comme ça, là, je me dis, je suis la bête de foire. On me juge sur des choses que, en fait, ils savent pas du tout qui je suis. Et ça m'a mis des années à me faire un bouclier, une armure. Aujourd'hui, ça me touche presque plus. Mais quand j'étais ado, ça me touchait énormément. Vu que tu peux dormir partout, tout le temps, est-ce que tu dors plus que les autres et est-ce que du coup, tu es plus reposé? La réponse est non 2 fois. C'est-à-dire que je pense que je suis plus fatigué que les autres.
Ça, c'est une certitude. Et je dors aussi plus mal qu'eux. L'un amenant l'autre, en fait, c'est un cercle vicieux, je pense. Puisque sur 24 heures de temps, je pense que j'ai plus d'heures de sommeil à mon actif. Mais la réalité, c'est que c'est pas un sommeil qui est réparateur ou qui peut réparateur. D'où le fait d'avoir besoin de redormir plus. Ce qui fait que si on prend en énergie pure, non, je suis un vrai panier percé. Et du coup, je dors pour tenter de re-remplir un peu le panier, mais en fait, ça part par tout ce qui peut se passer dans la journée, les activités, les émotions. Est-ce que tu as des techniques pour ne pas dormir ? Oui, plein, 1 millier même. Alors la première de toutes ces techniques, c'est de me stimuler par le contact physique. Donc je vais me toucher les doigts. Je vais faire des exercices de synchronisation des doigts pour voir si je suis pas en train de galérer. Donc si c'est rapide, c'est que c'est bon. Ça va vraiment être la rigidité de la nuque, tourner la tête, comme des petits exercices sportifs préalables à une activité sportive. Donc je vais faire des gestes avec mes doigts, avec mon visage, je vais me toucher. Et si je sens qu'il y a un décalage de perception sensorielle entre la normalité et quand je suis en train de partir, ça va être ces petits tests physiques qui vont me permettre de me rendre compte que oui, je suis en train de partir. Et si je suis en train de partir, dans ces cas-là, j'intensifie ces tests. Donc au début, c'est juste me toucher. Après, ça va être me pincer légèrement la peau sur les zones tendres, donc le poignet, entre les doigts. Et si ça suffit pas, là, je commence à mordre, vraiment comme dans un quartier d'orange ou de citron, dans les parties tendres de la main, sans jamais arriver au saignement ou quoi, mais juste la douleur peut être un stimuli qui moi va me ramener. Parce que peut-être mon corps, mon instinct va y voir du danger, va y voir une forme d'instinct de survie, faut réagir, faut survivre. La première chose, ça va être physiquement, il y en a beaucoup. Pincer, mordre, au bout d'un moment, ça marche bien. Ça peut être me lever, courir, boire de l'eau, beaucoup. L'eau, ça marche bien aussi. Ça va être volontairement entamer des conversations pour me rebooster si je sens que je suis vraiment, quand une crise arrive, je suis vraiment en train de creuser un trou et de me mettre des pelletées de sable par-dessus moi. Si je fais rien pour en sortir, elle va me rouler dessus, c'est une certitude. Donc je mets en place des techniques de désengagement, de désamorcement de la crise. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. La plupart du temps ça marche pas. Mais en tout cas, ça me met dans un état de vigilance qui me permet soit de diminuer l'impact de la crise, soit qui me permet d'augmenter plus simplement la récupération de cette crise. Et c'est possible que tu t'endormes ici, maintenant, en studio, devant les caméras ? Oui. Ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu, mais c'est possible. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Qu'est-ce que nous, on doit faire dans ces cas-là ? Non, là, si vous me stimulez, ça suffira. Un Raphaël, je crois que tu es en train de partir. Donc moi, je vais me dire, je suis chez les gens quand même, machin. Donc ça va m'amener vraiment comme une frayeur. Ça va me faire une boule au ventre. Et donc ça va me réveiller. En revanche, si vous ne faites rien, et que moi je fais rien non plus, oui, au bout d'un moment, je vais atteindre, je vais fondre comme de la neige au soleil, et jusqu'à ce que j'en revienne et que tout soit comme là, je suis en train de te parler. Moi, ça va plutôt être lent et progressif. Alors, ça peut prendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Donc, je vais sentir, ouais. Je vais sentir parce que la caméra que je regarde va se scinder en deux, parce que toi aussi derrière, parce que je vais sentir, en fait, je vais commencer à être appelé de tout mon corps, de toutes mes capacités sensorielles. Je vais être appelé à la crise. C'est vraiment quelque chose. C'est comme une transe. Je sens que je pars. Il y a une forme de grâce, de volupté qui se dégage de moi, où tous mes gestes deviennent lents. J'ai envie de me ramener en me touchant le visage, sauf que des fois, je suis déjà en train de partir. Donc ça donne des choses comme ça. Quelqu'un qui ne sait pas, qui regarde ça de loin, pourrait penser plein de choses incorrectes à mon égard. Que j'ai consommé de la drogue, que je suis en train de faire un AVC. J'ai entendu beaucoup de choses. Sauf que non, c'est tout simplement une crise de sommeil qui arrive et qui, en partant, part avec tout ce qu'elle a amené, donc la rêverie, les hallucinations et tout ce qu'on peut mettre dedans. Ouais. Mais si on prend le contexte présent, donc assis sur une chaise, on pourrait imaginer une table, en collectif, peu importe, ça pourrait être en train de manger. C'est quoi la narcolepsie ? C'est une maladie ou comment on attrape ? Comment on devient narcoleptique ? Eh bien, comme tu l'as si bien dit, on le devient.
on ne l'est pas de base, ou on est né rarement avec. Ça va être un ensemble de facteurs qui prédisposent en fait à ce qu'un jour une crise éclate, et en éclatant, elle amène avec elle de la perte de capacité, parfois irréversible. Donc ça s'attrape à la suite. J'ai regardé un petit peu avant de venir ici pour voir s'il y avait eu des modifications. Donc apparemment, ça peut s'attraper à la suite d'une mononucléose non traitée. Ça peut devenir de la narcolepsie. Mais globalement, ça touche le jeune adolescent, donc c'est plutôt vers 15 ans. Et ça peut toucher les adultes vers 30-35 ans. Voilà, la poussée d'adolescence, il y a des émotions majeures qui y sont générées. Donc une certaine forme de complexité de l'existence. Et donc face à des émotions très très fortes que peuvent être la rupture des premières relations amoureuses, peut-être la perte des premiers membres de la famille ou de personnes proches, etc. Eh bien, ça se déclenche à la suite d'un moment très difficile qui peut être physique, donc par exemple accident de voiture. C'est une forme de camisole mentale en fait, la narcolepsie, qui a la vertu de protéger contre les maux du quotidien, mais c'est un enfermement. C'est-à-dire que la rêverie va offrir la réponse à beaucoup de choses que le quotidien normalement devrait faire. Donc moi, vraisemblablement, ça arrivait, oui, je pense, j'étais en 5e. C'est là où j'ai commencé à avoir des poussées amoureuses très fortes, que j'ai commencé à être vraiment très intensément dans des activités du quotidien que jusque-là étaient pilotées par la vie de jeunes garçons, puis de jeunes collégiens. Et ouais, quand j'ai commencé à me rendre compte que oui, j'étais adolescent, enfin en tout cas en pleine puberté, j'ai commencé à vivre les émotions à fond. Et donc je pense que ça vient de là. Ouais. Peut-être des déceptions amoureuses, peut-être la perte effectivement de membres de ma famille, comme mon oncle et mon grand-père. Ça peut être beaucoup de choses. Mais globalement, c'est un événement fort, majeur. Chez les adultes, par exemple, 30-35 ans confirmés, ça va souvent être la crise de la trentaine. Ça peut être la perte d'un proche, ça peut être la naissance d'un enfant aussi. Ça peut être pour des choses heureuses, pas forcément malheureuses. Du coup, les premiers symptômes, ils arrivent quand à peu près ? Et globalement, les tout premiers symptômes, c'est de l'endormissement en cours. Chose qui n'arrivait pas avant. Si on prend mes bulletins scolaires et qu'on regarde globalement toute la primaire, toute l'école élémentaire, plus la première année de collège, donc la 6e, tout se passe bien. C'est un long fleuve tranquille, j'ai des bonnes notes, je travaille à la maison, tout va bien. Et en 5e, commencent à apparaître les endormissements. Oui. Commence à apparaître le fait que je ne parviens pas à rester debout toute la journée. En parlant de scolarité, tu t'es déjà endormi pendant un examen, par exemple, un contrôle ? Bien sûr. Plusieurs, beaucoup. Le summum étant une de mes anecdotes, je pense, les plus fortes, c'est m'endormir à systématiquement toutes les épreuves du baccalauréat. Je partais timidement avec des points d'avance en première, parce que je fais un bac littéraire. Et donc mes oraux, ça allait. Parce que debout, parce que je parle. Les écrits, une catastrophe. Catastrophe. Je pense que ceux qui vont passer des examens et qui m'écoutent se reconnaîtront peut-être dans certaines choses, mais on est devant la feuille, on écrit, on a la main qui tient son stylo, enfin gauche pour les gauchers, mais voilà, je suis dans mon sujet, je lis les questions, j'y réponds, je suis dans mon exercice. Et à un moment donné, la réalité telle que je l'expérimente, la mine qui fait du bruit, les gens qui écrivent, tout ça, ça devient une sorte de scène, de théâtre, de plein de petits bruits, plein de petits sons, etc., qui ont envie de m'embarquer. Je me mets sensoriellement à sentir beaucoup plus que moi-même, en fait, que ma feuille, mon crayon, ma main, le stylo. Là, je me mets à avoir des bouffées, en fait, je pars. Je sais que je suis en train de partir. Et je veux pas que ça m'arrive, mais du coup, je vais être là, je vais me pincer, je vais me mordre, je vais continuer à écrire. Et en fait, pour moi, je suis en train de continuer à écrire. À ce moment-là, j'ai réussi à vaincre ma crise, je suis en train d'écrire, tout se passe bien, je vais réussir mon examen. Et soudainement, la sonnerie retentit. Et je réalise que je dormais. Pendant combien de temps, je sais pas, mais je dormais. Et je réalise que la copie sur laquelle j'étais en train d'écrire, en fait, ma main en train de m'endormir, il y a une perte de tonus musculaire, du coup, la mine du crayon ou la mine du stylo, elle remonte ou elle descend. Et du coup, en fait, les écritures qui doivent être comme ça se mettent à tomber vers le bas, c'est illisible. Dont un surveillant, et il avait raison de me dire ça, qui m'a dit mais vous rendez ça avec un regard indigné, quoi. Parce que ma copie, c'était un torchon. Ça partait dans tous les sens, mais j'allais pas effacer, j'allais pas rendre copie blanche.
J'essayais d'avoir le minimum de points possible, quoi. Mais ouais, du coup, j'ai eu des 4, des 5. Si on parle plus des crises de sommeil, toi, tu ressens quoi exactement à ce moment-là? Quand tu sens la crise arrive, tu peux pas la lutter, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend vraiment du contexte. C'est-à-dire, si je suis seul chez moi, par exemple, j'ai presque envie de dire que c'est pas une crise. C'est un accès de fatigue, entre guillemets, normal. Du coup, je vais me laisser aller à cet accès de fatigue. J'ai des sièges très confortables, par exemple, pour pouvoir dormir sur le siège sur lequel je suis, pas nécessairement me lever, aller jusque dans mon lit, etc., ou jusque sur mon lit. Et en fonction d'où je suis, la puissance et les effets changent beaucoup. Typiquement, dans la sphère professionnelle, je me refuse tellement à ce que ça arrive moins. En revanche, quand ça arrive, je dois composer tout en étant en face de jeunes têtes blondes et de jeunes têtes brunes. Du coup, c'est très compliqué parce que je peux pas leur dire « les jeunes, là, je suis en train d'avoir une crise ». Je pourrais, mais je me le refuse un peu quelque part. Du coup, je lutte, mais je lutte en réel, à la seconde, ça se joue. Et du coup, voilà, selon le contexte, ça peut être une bouffée où là, je le sens, je me dis, oh tiens, je vais m'y abandonner. Donc voilà, c'est par exemple, si j'étais chez moi, sur ce siège, que j'étais en activité, et que ça m'arrivait, ce que je ferais, c'est que je ferais ça. Et je peux dormir, hein. Je peux dormir 10 minutes, je peux dormir 1 heure. Dans un contexte de travail, c'est pas pareil. Dans un contexte où je conduis, c'est pas pareil. Et comme je sais que je vais pas m'y abandonner, en tout cas pas avant d'être dans un état de sécurité. Tu m'as parlé aussi que tu arrivais à faire des rêves lucides. J'ai d'abord dû expérimenter dans mon adolescence, et ça c'est terrifiant. Certains, ça leur arrive, des paralysies du sommeil, malgré eux. Donc comme c'est malgré eux, la plupart du temps c'est terrifiant. Donc c'est l'incapacité totale de parler ou de bouger, tout en étant totalement conscient d'être dans cet état-là. Souvent, ça arrive pour la première fois aux individus, quels qu'ils soient, le soir, la nuit, ils vont se réveiller d'un cauchemar ou de rêves un peu angoissants, et ils sont encore suffisamment en sommeil paradoxal pour ne pas parvenir à sortir, crier, parler, bouger, rien que le petit doigt. Et donc souvent, ils expérimentent ce que moi j'expérimenterai, ce que nous expérimentons narcoleptiques régulièrement, à savoir des hallucinations en plus d'être tout à fait conscient et paralysé. C'est souvent terrifiant, c'est souvent, tu me parlais de l'homme au chapeau. Le Atman, c'est une rumeur qu'il y a partout dans le monde. Les gens qui font des paralysies du sommeil voient une personne sans visage avec un chapeau près d'eux dans leur paralysie. Alors moi, il n'y a pas chapeau, mais effectivement une silhouette imposante, oui. Alors ça peut être de plein de formes. Ça peut être vraiment un colosse, un géant qui fait 10 fois ma taille et qui juste avec sa main va m'appuyer sur le corps, comme si j'allais éclater sous sa main. Je sens souvent des pressions sur moi, sur ma cage thoracique, sur mes épaules, comme si on me maintenait cloué au lit. Ou, là je parle du lit quand j'ai la chance d'être à la maison, mais quand c'est pas à la maison, c'est plus compliqué. Oui. Quand par exemple, juste petite pause déjeuner, je vais m'abandonner à une petite sieste de 10-15 minutes dans ma voiture. Et là, oui, je sens que j'ai cette paralysie en public, entre guillemets. Et là, c'est compliqué, ouais, parce que la frayeur d'être découvert amène encore plus d'hallucinations qui sont terrifiantes. Aujourd'hui, ça va. Je sais que j'ai mis des années à combattre ça et ne plus avoir peur. Aujourd'hui, j'ai plus peur du tout. Mais pendant des années, ça m'a terrifié. Ça m'a terrifié que ce soit quelque part réel, que ce soit pas juste dans ma tête, et que ce soit bien une réalité intangible que certains croient expérimenter. Et tout ce temps-là, donc t'étais pas diagnostiqué de la maladie, tu ne savais pas ce que t'avais. Et comment t'as su que c'était bien la narcolepsie? Il y a une enseignante qui n'aimait pas du tout au lycée, mais pas du tout, qu'on dorme dans ses cours. Parce que maintenant que je suis enseignant, je comprends ça. Toutefois, elle était vraiment ferme sur le fait que le moindre bâillement d'endormissement, c'était « Ah, t'es fatigué, il faut aller à l'infirmerie. » Ok. Donc j'allais tout le temps à l'infirmerie à ses cours, parce que je dormais toujours à ses cours. Donc à l'infirmerie, comme toutes les infirmeries scolaires, on se retrouve avec une sorte de lit, une sorte de lit comme chez le docteur, un peu médicalisé, avec bureau, tout ça. Et donc, quitte à venir pour dormir, pour me reposer, je m'y reposais. Et à un moment donné, c'est pas l'infirmière de l'établissement, c'est une infirmière de remplacement qui était là. Et du coup, j'imagine, comme tous les jeunes professionnels, elle voulait faire son travail le mieux qu'elle pouvait tant qu'elle était là. Et elle m'a vu venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et quand je dormais à l'infirmerie, elle a commencé à m'observer réellement quand je dormais.
Et elle a commencé à voir qu'en fait, j'avais des petits mouvements de la main, j'avais des petits mouvements de la jambe. J'avais les yeux qui bougeaient très, très, très vite derrière mes paupières. Et elle s'est dit, mais ça, c'est la marque, possiblement, d'une infection, d'une pathologie neurologique. Et vu qu'elle me voyait souvent et que moi, je me confiais un petit peu à cette femme, et donc j'ai pu lui confier que ma vie était compliquée. Au-delà des rires, au-delà de l'effet un peu drôle de tout ça, c'était quand même très compliqué. Et donc, elle a écrit, pour la première fois, quelqu'un a formalisé une possible piste neurologique. Et donc, elle a écrit un courrier à mon médecin traitant qui, en lisant ce courrier, a dit « Ben oui, peut-être que c'est ça ». La première chose qu'on m'a demandé, c'était de faire un agenda du sommeil, un journal du sommeil. Donc, pendant 3 mois, j'avais vraiment comme un agenda, sauf que ça donnait toutes les heures de la journée avec des cases. Et je devais cocher chaque fois que je m'endormais et préciser par une indication la qualité soit de l'endormissement, soit du réveil, soit les deux. Ce qui fait quand on le déplie sur 2 mois, on se retrouve avec presque 9-10 semaines, heure par heure. Est-ce que je me suis endormi? Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est du vrai sommeil? Est-ce que la crise de sommeil est brutale au sens où je la sens pas venir, elle est très très forte, elle m'embarque comme en cours? Quand je m'endormais en cours, c'était ça. Je sentais les symptômes, moins d'1 minute 30 derrière, je dormais. Ça allait très très vite. Et donc voilà, ça permettait d'avoir une sorte de petite vue de quelle est mon activité liée au sommeil. Et donc déjà, là, il y avait des indices. Moi, je le faisais parce qu'on m'avait demandé de le faire. Mais c'est vrai que quand j'ai eu de nouveau cet entretien avec le neurologue et qu'il a regardé mon journal de sommeil, il a dit « Oula, oui, il y a probablement quelque chose. » Parce que j'avais des croix partout au milieu de la journée, quoi. Donc derrière, il y a eu une polysomnographie du sommeil. Donc j'ai été hospitalisé pendant 48 heures. Alors je ne veux pas dire de bêtises, hein, s'il y a des professionnels de santé qui m'écoutent, excusez-moi. Ce n'est que voilà, mon retour sur expérience. Donc les termes sont peut-être pas les bons, mais j'avais toutes sortes d'électrodes, quoi, de choses au niveau de mes doigts, au niveau de mes bras, au niveau de mon torse, de mon crâne. Tout ça relié dans une sorte de boîtier qui fait du monitoring de mon activité cérébrale, de jour comme de nuit. Et donc avec ça, ils ont trouvé que tu étais narcoleptique? Oui, sans erreur sur le diagnostic. 48 heures de monitoring justement d'activité cérébrale de jour comme de nuit. Il y a plusieurs cycles de sommeil. Il y a l'en léger, l'en profond, sommeil paradoxal, qui sont censés se répéter au cours d'une nuit, au cours d'un cycle. Le cycle se répète et c'est comme ça qu'on récupère. Il s'avère que moi, je fais l'en léger, l'en profond, sommeil paradoxal, et ensuite je reboote tout de suite au l'en léger. J'ai pas un sommeil réparateur, et du coup en fait c'est un ensemble de choses qui se voient sur le fait que oui je suis narcoleptique, oui c'est bien neurologique en tout cas, il y a bien une activité cérébrale qui est dysfonctionnelle. Ça t'a soulagé de savoir que t'avais quelque chose? Oui, vraiment oui. Déjà, ça m'a soulagé parce que, encore une fois, il y a ce que moi j'expérimente et il y a ce que mes proches expérimentent. Et parmi mes proches, il y avait mes parents. Mes parents qui sont vraiment des personnes tout à fait saines, stables, qui ont toujours été des soutiens, mais qui, par ailleurs, prenaient sur eux ce que l'école disait, parce que c'était surtout l'interlocuteur principal. Et l'école disait que je dormais en cours, l'école disait que j'avais une hygiène de vie à revoir, l'école disait que peut-être j'étais en dépression ou que peut-être j'avais des carences. Tout a été pointé en réalité. Et mes parents ont toujours pris sur eux le fait que c'était de leur faute. Faute d'éducation, peut-être ils ont été trop laxistes, peut-être que j'ai un téléphone à 17 ans le soir, c'était peut-être pas une bonne idée. J'ai eu des phases de punition intenses. Parce que mauvais bulletin scolaire. Donc mon père avait installé pendant un système où les plombs coupaient systématiquement à 21h30. Retrait de téléphone, retrait de tout ce qui peut me stimuler quoi dans ma chambre. À un moment donné, j'avais mon lit, une bibliothèque, un bureau, walou, terminé. Quand mes parents ont su que oui, c'était une maladie, ça les a plongés, ça leur a fait du mal de se dire que ils m'ont mis autant dans la tronche injustement, mais d'un autre côté, moi je leur pardonne, il n'y a pas de souci. Et même je leur en ai quelque part jamais vraiment voulu. Il y a des moments où on n'arrivait pas à communiquer parce que effectivement, ils semblaient être loin psychologiquement de l'état dans lequel moi je me trouvais. Moi, je cherchais des solutions et pour eux, les solutions devaient venir d'eux. Peut-être un cadre plus rigide, être plus derrière mon dos, alors que non. Et donc, j'ai rarement vu mon papa pleurer. Ça doit se compter sur les doigts des 2 mains. Et l'une d'elles a été celle où le neurologue a dit « Bah oui, votre fils, il est malade, il restera malade. » Parce que j'ai demandé à mes proches
des retours, des choses qui les ont marqués concernant ma narcolepsie. Mon papa, il m'a dit hier au téléphone que un des moments les plus marquants pour lui, ça a été quand le neurologue a dit, en gros, si votre fils ne prend pas de traitement, il a de bonnes chances de devenir clochard un jour dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un état d'acceptation, en fait. Quand les crises viennent, elles font du bien, quelque part. Et donc, on peut... si on accepte de se laisser aller devant n'importe qui, dans n'importe quel contexte, quelque part, on peut rejeter la sphère professionnelle, on peut rejeter la sphère affective, la sphère familiale, et on peut se complaire là-dedans. Et vivre une vie quelque part de bienheureux. Alors, j'ai dit clochard, le terme est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, c'est celui que lui, il a utilisé ce jour-là. Ce qui a bien marché, hein. Pour le coup, pour mon père et pour moi, ça a été le « OK, il n'y a pas de discussion possible ». Oui, c'est la marginalisation est facile, en fait. Oui, très facile. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui le sont, qui ont vécu des choses pas faciles. Et donc, comme je te disais plus tôt, c'est comme une camisole mentale qui protège des maux extérieurs et des maux intérieurs par le rêve. Sauf que ça peut devenir une prison dorée au bout d'un moment. Ouais. T'arrives ou t'es arrivé à avoir des petits amis, à avoir une relation de couple? Oui, je suis arrivé à avoir des relations de couple, heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, c'est probablement les moments où j'étais le moins narcoleptique de ma vie. Non pas que j'avais le moins de crises, mais où je me considérais pour les premières fois, où je n'étais pas le malade. J'étais l'amoureux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même plein de fois, toutes les fois où quelqu'un normal, au cours d'un repas, au cours de différents moments, où il y a une satisfaction qui est amenée et qui peut amener de l'endormissement, ce qui peut gonfler certaines personnes, hein, parce qu'elles n'ont pas nécessairement envie que il y ait du sommeil dans tout le quotidien. Sauf que moi, malheureusement, aussi, j'amenais ce sommeil dans tout le quotidien. Et donc, des fois, ça s'est mal passé. Des fois, ça s'est très, très, très bien passé. Parce que j'avais vraiment quelque chose à donner. Mais pour des petites amies que j'ai eues, oui, et on ne s'est jamais séparés en mauvais termes, hein, mais elles ont pu formuler ce que j'ai compris, parfois tôt, parfois plus tard, et qu'elles avaient besoin de plus, en fait, besoin de plus de peps. Est-ce que tu t'es déjà endormi en conduisant ? Oui, malheureusement, oui. Et comment tu le gères, ce genre de choses, du coup ? Tout dépend où je suis, tout dépend où je dois aller, combien de temps j'ai. C'est toujours... il y a vraiment une histoire de contexte. J'évite de prendre l'autoroute, par exemple. 99% du temps, je prends les petites routes, parce que les petites routes, il y a toujours un moyen de clignoter à droite, même dans l'herbe, même dans le... Des fois, il y a des petits parkings pour les camions, là. Et quand c'est le cas, je m'arrête sur l'herbe. Hein. Je peux m'arrêter devant chez quelqu'un, il n'y a pas de souci. Et dans ces cas-là, je tire le frein à main, je lâche le pied du frein, et je pars en arrière, et vraiment, je me laisse saisir par ce qui arrive. Et ce qui arrive, des fois, est très, très fort. Est-ce que tu t'es déjà endormi pendant un acte sexuel, du coup ? Oui. Malheureusement, oui. Je dis malheureusement. Non, en fait, oui. Parce que des fois, c'est drôle. J'ai la chance, avec le handicap que j'ai, c'est que je fais beaucoup rire. J'ai un potentiel comique, malgré moi. Et donc, notamment, face aux émotions fortes que peuvent amener la sexualité et l'orgasme, oui, des fois, je suis moins endurant, on va dire, que le commun des hommes, parce que c'est bouleversant, quoi, au sens sensoriel du terme, et donc c'est très très dur pour moi d'assumer derrière. Ouais. Il me faut le repos est de mise. Tu t'es déjà endormi en cuisinant ? Oui, je me suis déjà brûlé d'ailleurs. Pas de grosses brûlures, mais des petites coupures, des petites choses comme ça. Ouais. Et je suis en train de prévoir tel repas, telle chose. Je vais couper, et à un moment donné, je vais partir dans mon truc, donc les gestes, ils vont être un petit peu moins précis. Et à un moment, je me suis fait sauter le capuchon du doigt parce que j'étais en train de partir. Ou alors, ça peut être en récupérant un truc du four ou en voulant prendre la poignée de la poêle alors que je suis en train de partir. Je vais prendre la poêle. Et du coup, c'est chaud, ça me ramène, ça y est, c'est bon, c'est parti. En faisant le ménage aussi. Ça m'arrive tout le temps et ça se fait beaucoup rire mon colocataire. Parce que je peux me retrouver dans un coin de la pièce à passer l'aspirateur comme ça, à buter contre le mur et à un moment faire « Oh, mais qu'est-ce que je fais là ?» À en revenir, quoi. Et hop, je continue comme si c'était rien passé. Est-ce que tu peux garder des enfants, du coup ? J'espère. Le temps le dira. Mais en tout cas, de par ma formation professionnelle, d'une part, de par l'expérience de ma vie privée, parce que ma maman était assistante maternelle agréée à domicile, donc j'avais toujours eu des enfants à la maison. Et donc, j'ai toujours vécu dans un environnement où il y avait beaucoup d'enfants. Donc, je pense que oui, je parviendrai d'une manière ou d'une autre.
Encore une fois, j'estime avoir beaucoup de chance avec ce handicap parce qu'il n'est pas douloureux. C'est même plutôt l'inverse. Il est trop agréable, avec un accent sur le trop. Et tu vois, je me dis, je prends souvent l'exemple des personnes qui portent des lunettes. Si jamais tu n'avais pas tes lunettes, je présume que tu serais au moins aussi handicapé que moi, si je n'avais pas mon traitement. Je vois ça comme ça. Là où, oui, il y a d'autres maladies qui font mal, qui amènent vraiment désespoir et désarroi, et c'est pas mon cas. Et j'ai beaucoup de chance là-dessus. Justement, t'en parlais du traitement. C'est quoi le traitement? C'est des exhausteurs de vigilance, mais qui sont quand même sur liste rouge des produits dopants en France. C'est-à-dire que je passe un contrôle salivaire sans problème. J'ai toujours mon ordonnance sur moi au cas où. Oui, j'ai le droit d'avoir ce médicament. En compétition sportive, je serai recalé pour test antidopage. D'ailleurs, je n'ai pas son nom, mais il y a un cycliste. On lui a vu ce qui s'est vu se faire retirer une médaille ou une coupe, je sais plus. Justement parce que il ne savait pas qu'il était narcoleptique, il a été diagnostiqué, il a commencé à prendre son traitement, compétition sportive, test antidopage, et là, la molécule est quand même détectée. C'est incurable, la narcolepsie? C'est incurable. Alors, c'est une maladie orpheline, dans le sens où on ne sait pas réellement d'où elle vient. Personne n'en est jamais revenu à l'état normal, où les zones cérébrales qui ont cessé de fonctionner ou qui dysfonctionnaient. Et donc, globalement, oui, ça ne laisse d'autre choix que d'être très sain sur son rythme de vie. Il faut être bien entouré, je pense. Avoir des amis, des proches qui sont bienveillants, qui vont pas stigmatiser, qui vont pas appuyer encore plus sur le couteau. Et je parle en tout cas sur mon parcours. Il y a un moment donné où j'étais en perte de confiance. Je me suis dit, est-ce que je dois réellement prendre plusieurs centaines de milligrammes de comprimés tous les jours jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai commencé à douter de ça. Je me suis dit, peut-être c'est fumeux, en fait. La médecine se dit, bon, il a ça, on lui donne ça, et puis fin du propos. Et en fait, j'étais en pleine année de BTS ça faisait plus d'1 an que j'avais arrêté. Et en fait, mon BTS, c'était impossible. Impossible de pas m'endormir. J'étais dans un petit effectif, on était 9. Et vraiment, les enseignants, les formateurs, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton quotidien? Parce que là, c'est compliqué, tu n'auras jamais ton BTS à ce stade-là. Je dormais en permanence. C'est le dernier moment de ma vie où je me suis dit, OK, c'est ça les règles du jeu, voilà, ce sera mon jeu à moi. Le jeu, c'est qu'il faut que tous les matins au réveil, j'en prenne un, tous les midis après avoir mangé, j'en prenne un. T'en as parlé du coup pendant un petit peu toute l'émission. Il y a aussi un autre symptôme qui est la cataplexie. Oui. C'est quoi exactement? C'est de la perte de tonus musculaire face à une émotion forte. C'est très particulier parce que je l'expérimente de plus en plus, mais je l'expérimentais très peu quand j'étais adolescent. On m'avait dit, dans la narcolepsie cataplexie, au début c'est beaucoup la narcolepsie, et en vieillissant, la narcolepsie est prévisible. La manière dont ça arrive, le temps que ça dure, et le fait qu'il y a un traitement, c'est prévisible. La cataplexie n'est pas prévisible. Vraiment, elle peut intervenir à n'importe quel moment. Là, aujourd'hui, j'en ai pas fait, par exemple. Mais ça pourrait être, par exemple, je veux sourire, mais mes muscles du visage ne suivent pas. Je vais te raconter une blague, je vais mettre les mains comme ça, elles vont chuter. J'ai vraiment, mes jambes vont se raidir. Je vais avoir l'intention de dire quelque chose à quelqu'un, quel que soit le contexte. Des fois, je suis pris de quelque chose de très intense qui vraiment me paralyse, localement me paralyse. Et donc aujourd'hui, t'as pas eu de symptômes Pas depuis que je suis dans vos locaux, non, du tout. Par contre, dans la voiture pour venir, ce qui représente... j'étais passager, je précise. C'était pas moi qui conduisais, c'était pas dans mon véhicule, donc je n'ai pas maintenu la fenêtre ouverte, ce que je fais en temps normal. Il suffit que je sente un peu le chaud sur mon visage, des vibrations, un bruit environnement, je pars. Je ne peux pas ne pas partir. Et comme je sais que ça m'arrive systématiquement, souvent je les déclenche. Donc je sais que ça va m'arriver. Je sais que derrière, je vais être ici et je vais devoir être au poil. Et donc j'ai volontairement dormi. Mais pour moi, ça a duré 2 minutes. Pour moi, j'ai juste fait ça. 35 minutes après, on était devant chez vous. Mais pour moi, ça a duré 2 minutes. Et ça amène en fait plein de questions parallèles. Notamment mon papa qui m'a... ce que je lui ai dit, est-ce que tu as des anecdotes me concernant qui t'ont marqué? Il m'a dit, franchement, l'anecdote la plus marquante me concernant, c'est que tous les jours, il m'amenait au diplôme d'État que je faisais à Paris, à Parmentier. Juste le temps d'ouvrir le portail, de sortir la voiture et de fermer le portail, ça prend 2 minutes, littéralement, moins, tu dormais déjà. Des fois, même pas le temps d'arriver, de tourner dans la rue, que tu dormais déjà.
Aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Du coup, je suis enseignant en technique professionnelle service à la personne dans un lycée professionnel nature et service. Et donc, je forme ces jeunes gens à être des futurs auxiliaires de vie, auxiliaires de puériculture, aides-soignants, enfin en tout cas pouvoir aspirer au concours et au diplôme d'aide-soignant derrière. Est-ce que tu le vis bien aujourd'hui? Oui, je le vis bien. Je dois nécessairement bien le vivre. Sinon, c'est la porte ouverte à me complaire dans mes émotions les plus les plus fainéantes, les plus paresseuses, et quelque part, je reste marqué de ce message du neurologue qui était le prends ton traitement, parce que sinon ta vie va être vraiment très compliquée. Et il a invoqué le terme de SDF, mais ça me suit. Ça me suit, et je veux, tant que j'en ai l'énergie, tant que j'en ai la capacité et le pouvoir, je veux vraiment vivre comme les autres. C'est la quête de normalité, vraiment. Je veux fournir le même effort pour le même résultat, pour la même rétribution. Je veux pas de traitement de faveur. Je veux pas... alors, évidemment, j'en ai. Sinon, ma vie serait vraiment insupportable. Mais je veux pas de bénéfice. Je veux pas, traitement de faveur. Je veux être comme les autres. Et un jour viendra où, oui, je devrais rendre mon permis, oui, je devrais avoir des aménagements de poste, probablement, me faire reconnaître en tant que travailleur handicapé, des choses comme ça. Mais je m'y refuse pour le moment, et je gère plutôt bien. Si certaines se retrouvent dans mon discours, dans des crises irrépressibles de sommeil, des difficultés à maintenir tous les bouts de la réalité, parce qu'il y a de la torpeur qui vient se mettre partout là-dedans, que les parents ne croient pas à la piste médicale, que les copains ne croient pas à la piste médicale, que les profs ne croient pas en la piste médicale, et que vous êtes sûr, quelque part, vous connaissez quelqu'un qui en souffre, de crises irrépressibles de sommeil, de problèmes de sommeil, de problématiques de sommeil, posez des questions à votre médecin, et surtout évoquer le plan de la neurologie. Et moi, j'ai dû attendre mes 18-19 ans, alors que c'était déjà un no man's land depuis des années, où je vivais une vie compliquée quand même. Et voilà, s'il y a des parents qui m'écoutent, s'il y a des adolescents qui m'écoutent, s'il y a des adultes qui vivent ça, qui m'écoutent, il existe des prises en charge, 100% prises en charge par la Sécu et la mutuelle. Si jamais c'est neurologue, vous le saurez. Si ça l'est pas, vous le saurez aussi. Mais au moins, ça permet d'évacuer les diagnostics un peu fumeux des amis, des proches, des gens qui disent « Mais si, mais il te faut du magnésium, il te faut du fer, il te faut du potassium, il faut dormir, il faut bouger son lit dans la pièce pour être aligné sur les énergies telluriques, je sais pas quoi. » J'ai tout entendu. C'était un diagnostic médical qu'il me fallait, en fait. Ils m'ont laissé tout seul en studio et me laisser m'endormir pour voir combien de temps ça va prendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi maintenant? Juste à un moment, il y avait des lumières, c'était chaud et agréable, et j'ai eu un truc comme ça, et je pense que vous l'avez capturé en caméra. Et voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous de m'avoir reçu.